L'emprise, c'est une situation de pouvoir et de domination qui obscurcit la pensée et l'émotion de la personne sous emprise et qui la prive de son libre arbitre. Donc c'est une espèce de relation de pouvoir et de domination avec des manœuvres de lavage de cerveau. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, c'est pour votre santé. Bonjour, bienvenue, bonne journée à tous. Ravi de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui s'appelle Anne-Clotilde Ziegler. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes psychothérapeute, autrice de plusieurs ouvrages sur les pervers narcissiques. Vous accompagnez des patients depuis 34 ans, depuis plus de 20 ans. Eh bien, vous recevez de plus en plus de patients en situation d'emprise. Oui. Et parallèlement, expliquez-vous dans votre nouveau livre, vous avez vu naître la mode des pervers narcissiques et ses dérives. Oui. Une banalisation, expliquez-vous, qui participe au déni collectif. Oui. Votre dernier ouvrage s'appelle « Qu'est-ce que l'emprise ? Violence psychologique, physique et sexuelle dans la famille, le couple et au travail » chez Solar. Vous qui avez déjà écrit 3 livres sur le sujet, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre la plume alors que vous aviez le sentiment d'avoir déjà tout dit sur le sujet ? Absolument. Mon éditeur. Ah, c'est ça. Donc il est venu avec un énorme chèque. Absolument. Et il a dit Anne-Clotilde au boulot. Ah, au boulot. Non, mon éditeur, le contexte, les affaires Godrèche, la Civise, les petites victimes de l'Église, etc. Et puis j'ai emboîté le pas de l'éditeur, je me suis quand même pas trop fait prier, en me disant que certes j'avais peut-être déjà tout dit, mais il fallait faire un bouquin plus petit, en forme de vadémécum, en forme un truc qui s'avale assez facilement. Et puis chemin faisant, j'ai du coup exploré des thèmes que j'avais pas beaucoup explorés dans mes précédents livres, qui sont les violences et sexuelles et physiques. Et donc là, ça a été l'occasion de Les violences sexuelles et physiques sous emprise, en situation d'emprise. Absolument, voilà, situation d'emprise. Voilà, c'est ça qu'il faut. Merci de cette précision. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est qu'effectivement, voilà, vous revenez toujours à votre sujet. C'est ça. Finalement, alors je ne sais pas si vous y répondez, mais est-ce qu'on sait précisément ce que c'est que l'emprise ? Oui. Aujourd'hui, avec les recherches. Oui. Ouais. On sait précisément ce que c'est que l'emprise. L'emprise, c'est une situation de pouvoir et de domination qui obscurcit la pensée et l'émotion de la personne sous emprise, que j'appelle la proie, et qui la prive de son libre arbitre, de son agentivité, comme on dit, c'est-à-dire le fait d'être agent de sa vie, de son autorité, le fait d'être auteur de sa vie. Donc c'est une espèce de relation de pouvoir et de domination avec, pour être un peu extrême, on pourrait dire avec des manœuvres de lavage de cerveau. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des personnes sans personnalité ou voilà, un petit peu naïfs parfois qui tomberaient sous emprise. Hein. Non, bien au contraire. C'est pas du tout ça. Hein. Bien au contraire. C'est l'idée qu'on pourrait s'en faire, mais non. Rien à voir. Non. Il faut bien se rendre compte que la personne qui met sous emprise, je ne dis plus pervers narcissique, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc je dis prédateur. C'est moins psy, mais j'ai besoin de changer de mot. Les prédateurs sont des voleurs. Des tiques, des coucous, comme vous voudrez. Enfin, en tout cas, des gens qui veulent pomper quelque chose de la proie. Pour pomper quelque chose de la proie, il faut qu'elle ait quelque chose à siphonner. Il faut qu'elle ait une richesse. Donc, soit en général des gens solaires, généreux, avec du capital, comme dirait Bourdieu, soit du capital social, soit du capital économique, soit du capital symbolique, un prestige, un machin. Voilà. Ou du capital jeunesse pour certains vieux dégueulasses, si je puis me permettre. Avec l'affaire Pellico, la France découvre la soumission chimique d'une femme droguée à son insu par son mari qui la livrait sexuellement à des inconnus. Alors, un phénomène qui met sous emprise. Absolument. Puisque c'est ce qu'on a découvert, puisque elle était sous emprise depuis au moins 10 ans. Absolument. Une emprise chimique. Chimique, mais c'en est une quand même. Il a réussi à lui faire gober des comprimés et à la faire abuser, enfin à se servir d'elle comme d'un objet. C'est la déshumanisation, c'est un phénomène propre à l'emprise, oui. Est-ce que c'est un des aspects de la prédation sexuelle, selon vous, que vous développez dans votre livre ? Alors, je ne développe pas ça dans mon livre
parce que j'ai écrit avant Non, l'affaire Pénicaud. non, l'affaire Pénicaud, mais est-ce que, parce que vous parlez de la prédation sexuelle, Oui. est-ce que ça s'y apparente Ah, d'une mais certaine- ça l'est totalement. Hmm. Ça, c'est totalement de la prédation sexuelle, c'est-à-dire utiliser le corps de l'autre comme un objet et non pas comme le corps d'un autre qui serait humain au même titre que moi, pour assouvir des fantasmes parfois un peu tordus. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu particulier comme fantasme, ça s'appelle le candolisme, soit des Le choses... candolisme. Ouais, c'est aimer, c'est prendre prendre du plaisir à avoir son ou sa partenaire sexuel, avoir des rapports sexuels avec un autre. Voilà. Bon, après, quand tout le monde est d'accord, mais franchement, allez-y, hein. Quand l'un des deux n'est pas d'accord, c'est une utilisation du corps de l'autre comme un objet. Cette femme a été réduite à l'état de poupée gonflable avec le supplément pervers que ça n'est pas une poupée gonflable, mais une vraie personne de chair et de sang qu'on soumet chimiquement. On a récemment entendu parler d'affaires où on pourrait soumettre avec de l'hypnose ou des trucs comme ça. D'autres affaires. Hein, voilà. Mais qui n'ont pas été autant médiatisées et qui ont fait moins de buzz. Fait moins de buzz. Parce qu'il y avait moins de prévenus dans l'histoire. Ouais. Il y avait moins de prévenus. Parce que la soumission chimique, elle existe au cas par cas. On en a beaucoup parlé dans le cadre du monde de la nuit avec le GHB notamment. Exactement. Oui, c'est moins médiatisé. Bon, après, évidemment, Monsieur Pénicaud a probablement moins de pouvoir que certains autres. Donc ça permet qu'on médiatise plus parce qu'on peut moins mettre de barrières à la médiatisation. Mmh. Enfin bon, je dis ça, c'est peut-être parce que j'ai pas pris mes gouttes ce matin. Qu'est-ce que ça nous apprend de plus sous l'emprise, cette soumission chimique ? Est-ce qu'on reste dans un schéma qui finalement est classique ? Parce que quand même ça se passe dans un cadre qui est familial, comme souvent. D'ailleurs, les situations d'emprise peuvent majoritairement se passer dans un cadre familial. Pas que, mais ça peut, souvent. Oui. Ça se passe dans un cadre de familial, avec quelqu'un en qui on pourrait avoir confiance. Oui. Finalement. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu particulier. Enfin, il faudrait savoir si Madame Pénicaud avait une conscience, ne serait-ce que vague, de ce qui se passait quand elle était sous drogue. Lui est clairement un prédateur. Elle, jusqu'où elle a été sous emprise, j'en sais rien. Peut-être qu'elle était juste confiante. En même temps, pour avaler une telle dose de calmant et ne pas sentir ce qui se passe, il fallait quand même qu'elle soit salement persuadée qu'elle était folle. Donc ça s'appelle le gaslighting. C'est un des autres traits de l'emprise. Le gaslighting. On explique les mots. Hein. On explique les mots. Alors, en 44, puis en 45 ou 46, sous la réalisation de Cukor, mais ça date pas de Cukor, ce film. Il y a un film qu'on trouve sur YouTube qui a vu le jour, qui s'appelle Gaslight. Donc, c'est l'histoire sinistre d'un malfaiteur qui épouse une femme pour récupérer un trésor qui est dissimulé chez elle. Enfin bref, je ne vais pas divulgacher tout le film. Et en manipulant la lumière du gaz, donc l'éclairage, et de diverses autres façons, il cherche à la convaincre qu'elle est folle. Et ça marche quasiment jusqu'à ce que, et ça c'est très important dans l'emprise, quelqu'un se rende compte qu'elle n'est pas folle et lui dise non, tu n'es pas folle, je te crois. Ça, c'est le mot magique en cas d'emprise, je te crois. Alors, quand on regarde les prévenus, il y a très peu de culpabilité chez eux. Ouais. Ça, c'est très frappant. C'est fou, de voir que finalement, ils affichent pas de culpabilité. Il n'y a pas de repentance. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'empathie, en fait. Voilà, la repentance, la culpabilité, c'est quand j'ai conscience que j'ai créé du dommage chez l'autre. Eux, ils sont juste allés, je vais dire des choses grossières, je vais pas le dire, mais ils sont juste allés avoir un petit rapport sexuel, gratuit ou non d'ailleurs. Sans doute que le fait de payer les a dédouanés. Et puis voilà, ils n'ont pas d'empathie. Je veux dire, il y a le prédateur en chef et puis probablement qu'il y en a pas mal dans le box des prévenus. On verra certainement arriver pas mal d'écrits sur cette soumission chimique et sur cette affaire. Hein. Probablement. Et d'une certaine façon, béni soit cette dame, parce que ça permet d'en parler, en fait.
C'est ce qu'on est en train de faire. Quand on parle d'emprise, vous dites que finalement le vrai sujet, c'est cette forme de prise de conscience qu'il y a eu dans la société française. Il semblerait que la société française, ça y est ouvert les yeux. Je l'espère. Commence à ouvrir les yeux. Ouais. Oui. Commence à ouvrir les yeux, parce que des formulations de déni, comme j'en donne dans le livre, j'en entends dans mon entourage prochain. Donc, mais il semblerait qu'il y ait une place. Ce qui me frappe beaucoup là, ces derniers jours, c'est la façon dont très rapidement tout le monde qui entoure l'abbé Pierre tient compte des accusations contre lui. Ça, c'est nouveau, je trouve, comme réaction. Ce à quoi j'étais habituée, c'est on minimise, on met en doute, on dénie. Là, c'est extrêmement rapide. Toutes les institutions qui portent son nom vont effacer son nom. En tout cas, vont effacer son nom des endroits qui lui rendent honneur. Ça, c'est nouveau. Ça me réjouit. On commence à dire aux victimes, je te crois. Là, on a un déni de plus de 50 ans, quand même. Certes, mais il se lève. On a un déni collectif. Oui. Enfin, moi qui ai travaillé dans une grande chaîne de télévision à la fin des années 80... On savait déjà. Où l'abbé était invité. Alors, je dis pas qu'on savait déjà, mais... On se doutait. Il y en a qui disaient que l'abbé, il était chaud de la soutane. Fin des années 80. Ouais. Vous voyez ? Ouais. Oui, 50 ans, mais en alors, tout cas, on en sort. Il était plus jeune à cette époque-là. Déjà, ouais, c'était déjà un monsieur âgé, mais bon... voilà. Alors ça faisait pas de lui un prédateur non plus, mais voilà, ça se murmurait déjà. Donc ce qui veut dire que, vous voyez, là je vous parle de la fin des années 80, donc ça veut dire que pendant au moins 40 ans, les gens n'ont rien dit. On est d'accord. Combien de temps les gens n'ont rien dit sur les abus en général dans l'Église ? Maintenant, on commence à dire. Voilà, c'est ça que j'appelle la levée du déni, même si c'est 50 ans plus tard et 50 ans trop tard. Non, mais vous dites que le déni, il est collectif. Hein. Oui. Et il est organisé dans la société. À quoi il sert ce déni ? Oh, mais vous m'entraînez sur des pentes glissantes. Par exemple, dans une famille. Oui. Souvent, dans une famille, on sait qu'il se passe des choses. Les parents savent, et voilà. On se doute. On préfère ne pas savoir. Eh bien, précisément, dans une famille, ça sert à maintenir le statu quo. Ça sert à pas faire exploser la structure. Parce que dans une famille, relisons Neige Sino, voilà, à partir du moment où elle révèle à sa mère que son beau-père l'a violée pendant des années, sa mère divorce. Toutes les familles n'ont pas ce courage. Ça fait exploser, je vous renvoie au film Festen, ça fait exploser la famille. Quand tout d'un coup quelque chose est dénoncé, et puis voilà, cette espèce de culture du viol, on ne peut pas appeler ça autrement, qui minimise le truc, qui dit allez, on va pas en faire tout un... Ouais, ton grand-père était un peu particulier, mais on peut en faire tout un plat, c'est quand même ton grand-père. Et hop, on maintient la structure en place. Et je pense que dans la société, c'est la même chose. La structure en place qu'on maintient, ça s'appelle le patriarcat. Dans les sociétés ou dans certaines entreprises aussi. Absolument. Dans certaines entreprises, tout pareil. Oui, c'est vrai, Georges est difficile comme manager, c'est vrai, mais enfin, il est brillant. Et puis, on regarde les chiffres tombent, ça marche bien, on va toucher à rien. Dans les entreprises, à l'hôpital, on a, il y a quelques mois, parlé à ma grande tristesse d'un médecin que je trouvais fort sympathique. Et puis, pour avoir moi-même travaillé un peu dans le milieu hospitalier... Alors, c'est une culture, soi-disant que c'est une culture... Mais, alors, je vais vous faire une confidence. Ouais. Ça reste entre nous, vous ne faites pas circuler. Je plaisante. Quand j'ai entendu les exactions dont se plaignaient les femmes hospitalières, ma première réaction a été de dire « Oui, bon, on va pas en faire un fromage, c'est comme d'habitude. » Je me suis vue partie prenante de cette culture de « Bon, tu prends une main au cul, quoi, tu vas pas en faire un... » Avant de me dire « Waouh, Ginette, réveille-toi. » Voilà, oui, ça fait partie de la culture. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voilà, c'est la culture, des médecins, des... Mais c'est vrai. Pour être parfois rentré dans les internats, donc dans les endroits qui regroupent les internes, les dessins sur les murs sont porno. Ils sont même pas vaguement érotiques. C'est même pas la pin-up des garages. Ils sont porno, trash régulièrement. On vit là-dedans. Voilà, on parle de l'emprise ce matin avec Anne-Clotilde Ziegler qui publie Qu'est-ce que l'emprise aux éditions Solar. On disait tout à l'heure qu'en parlant du profil des personnes qui étaient sous emprise,
que finalement, ça pouvait être des personnes très solaires, très charismatiques, avec beaucoup de répondants. Oui. Est-ce qu'on peut tous tomber sous emprise ? Alors, on peut tous croiser ce genre de personnage, oui. On peut tous tomber sous emprise, oui. Les moins naïves d'entre nous arrêtent le truc assez vite. Mais pour peu que le prédateur ait trouvé comment sauter à pieds joints sur les vulnérabilités de la proie, et on en a tous, le temps que la grenouille se rende compte que l'eau est trop chaude, elle est cuite. Voilà, ça va. Et elle meurt. Et elle meurt, la grenouille. Et elle meurt ou elle reste sous emprise, et quelquefois sous emprise, elle en meurt, en effet. Sous les coups ou d'épuisement, de dépression, ou de maladie, de stress, etc. Donc, je crois vraiment qu'on peut tous tomber sous emprise, parce que mon expérience, c'est que les prédateurs, en tout cas les plus malins d'entre eux, passent relativement inaperçus, ou même inaperçus tout court. Ils sont charmants, ils sont adorables, sont des gens merveilleux, un peu charismatiques. Et puis franchement, si on doit commencer à se méfier de tous les gens qu'on trouve chouettes, la vie va devenir triste, quoi. Mais oui, je pense qu'on peut tous tomber sous emprise, plus ou moins longtemps, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se laisse prendre ? Le charme, le bombardement d'amour, de reconnaissance, de regards pétillants, un truc qui vous narcissise, on en a tous besoin. Hein. Alors on appelle ça le... Love bombing. Oui. Alors c'est un concept qui a été développé dans les sectes. Exactement. Il faut expliquer un petit peu ça, c'est intéressant. C'est que c'est, en fait... Le love bombing, c'était ce qu'on faisait pour attirer les gens pour qu'ils adhèrent à une secte. Exactement. En fait. Je crois que c'est Abgral, je crois me souvenir de son nom, mais alors c'est très très vieux, qui a étudié la dynamique des sectes, un psychiatre, et qui disait en effet, dans la première phase, on te bombarde d'amour, on te love bombe, au point que c'est tellement nourrissant, c'est tellement extraordinaire, que premièrement, on a envie de rester. Deuxièmement, quand ça s'arrête, on court après pour que ça recommence. Et là, c'est fichu. En fait, c'est une dynamique de dealer. Je te donne la première dose pour parler comme une personne de mon époque où les gens se piquaient à l'héroïne. On a le flash, c'est tellement bon. Et puis après, ça s'arrête. Et après, on court après pour que ça recommence. Et en plus, dans la phase de destruction, comme alterne destruction-séduction, par moment, ça recommence. Donc la proie se dit, donc c'est possible. Donc je vais redoubler d'efforts pour que ça recommence. Et ça peut durer des décennies. Hein. Alors, il peut y avoir une culpabilité de la personne, la proie, comme vous l'appelez, mais elle n'a rien à voir. C'est le prédateur, lui, qui est porteur d'une histoire, qui est malade. Ah oui, absolument. Oui, c'est le malade sans trop de guillemets. C'est une vraie maladie. Aujourd'hui, les chercheurs, c'est une équipe française, ont trouvé que c'est une maladie qui, en fait, regroupe, subsume 4 pathologies ensemble, donc c'est pas un truc léger. Mais les Français en ont rajouté une. Voilà, alors les Américains en ont 3, les Français en ont rajouté une. Alors on explique aux gens, on peut dire ce que c'est ? Oui, absolument, c'est ça que je m'apprêtais à faire. Donc, les 4 pathologies sont le narcissisme pathologique, la plupart du temps grandiose. Attention, il y a des narcisses déficitaires, donc ils passent leur temps à se dévaloriser, mais qui sont, comme les narcisses grandioses, accros à l'image d'eux-mêmes. Hein. Donc voilà. La psychopathie, pour le dire très vite, c'est la nécessité, l'excitation, la recherche d'excitation permanente de la personne, quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit le prix, les têtes brûlées, quoi. Hein, les têtes brûlées sans empathie, on y va, c'est trop excitant, je prends des risques, etc. N'importe quoi, bon. Le sadisme, donc la jouissance, c'est ça qu'ont rajouté les Français. Les Français ont rajouté le sadisme. Voilà, la jouissance à la douleur de l'autre, et le machiavélisme, c'est-à-dire la capacité à avoir 5 coups d'avance pour faire son mauvais coup, justement. C'est-à-dire qu'il faut cocher donc ces 4 pathologies pour pouvoir poser un diagnostic de prédateur. Voilà, merci d'avoir changé de terminologie. Non, je vais rester bien avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Oui, c'est bien. Après, mais là, c'est bien. Oui, c'est ça, il faut cocher les 4 cases. Ça ne veut pas dire que quand on n'a qu'une de ces 4 pathologies, on est quelqu'un de sympa. Hein.
Les narcisses pathologiques sont des chieurs, ou des chieuses absolues, des gens vraiment compliqués à vivre, auto-centrés, imbus d'eux-mêmes, égotiques, exactement. Ouais. Les psychopathes sont des gens dangereux et dont il faut se méfier comme le lait sur le feu, vraiment. Ce sont des gens vraiment dangereux. Les sadiques, est-ce que j'ai besoin de faire des voilà. Et les machiavéliques, c'est pareil. On peut être grand stratège pour des raisons honorables, un stratège de guerre par exemple, hein, si on est du côté en tout cas de si on est de ce côté-là, ou un stratège économique ou que sais-je, et puis ou un stratège, je suis stratège, je passe mon temps à élaborer des stratégies pour aider les gens à aller mieux, donc je suis stratège, hein. Maintenant les gens, les Machiavels qui manipulent pour des raisons éthiquement non recevables sont aussi des gens dangereux. Alors vous donnez des exemples dans votre livre. Alors c'est intéressant parce que vous sortez un petit peu des clichés, hein. Ça peut être un manager par exemple. Absolument, oui, ça peut être un manager qui fait mine de manager correctement, qui assoit son autorité sur des pratiques de harcèlement et d'humiliation. En général, d'ailleurs, c'est toute l'équipe, mais en général, ils ont une ou deux têtes de turc particulières. Et puis, tout y va, toutes les manœuvres plus dégueulasses les unes que les autres pour leur savonner des planches diverses et variées et se réjouir, se régaler de l'échec du collaborateur. De préférence, les collaborateurs qu'on harcèle sont plus brillants que le manager. Voilà, il ne faut jamais oublier que... C'est comme les enfants qu'on harcèle. Exactement. Ce sont souvent des enfants qui sont brillants. Exactement, brillants ou particulièrement sensibles. Ouais. Il faut toujours se souvenir que derrière la prédation, il y a de l'envie hostile. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, c'est ça. C'est le ressort, c'est le ressort permanent. Ce que tu as, je le veux. Et comme tu l'as et que je ne peux pas l'avoir, je vais te détruire. Ça, c'est derrière tout le temps. Alors, c'est la dame de compagnie. Alors, ça m'a fait penser à un truc, moi, ça, mais... On pense à, oui, on a des tas de noms qui passent. Des personnes qui ont été certainement sous emprise. Bon, voilà. Oui. Oui. Ça peut être une dame de compagnie, alors d'une vieille dame un peu esselée, voilà, qui se fait siphonner son compte. Voilà, final, et de préférence riche, voire très riche. Oui, c'est souvent les riches. Voilà, une dame de compagnie, un photographe. Je ne vise personne. Voilà. Qui pourrait être un peu dame de compagnie aussi. Qui pourrait être un peu dame de compagnie. Un directeur de thèse. Alors ça j'ai trouvé ça intéressant comme exemple. Ouais. J'ai ça. J'ai eu ça dans ma patientèle. Un directeur de thèse, il a énormément de pouvoir sur ses thésards. Et donc, il va en choisir un, n'oublions pas la jalousie, particulièrement brillant, de préférence, qu'il va laminer en lui expliquant résultat après résultat, recherche après recherche, que ce qu'il fait ne convient pas, qui va lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'au bout, voilà, et qui, pendant ce temps-là, d'abord, le fait de laminer cet étudiant brillant, ou cette étudiante, lui fait ressentir à quel point il a du pouvoir et du prestige à pouvoir laminer des gens comme ça, et puis, si chemin faisant, il peut dérober 2-3 résultats de recherche et les mettre à son nom. Qu'il va publier, qu'il va s'empresser de publier. Exactement, qu'il va publier, d'autant que la pratique est courante. Quand on est thésard, on est cité, même si c'est le thésard qui a fait la recherche, on est cité dans les collaborateurs. C'est machin et collaborateur, et dans les collaborateurs, pouf, 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 il y a 1, 2, 3, 4 thésards. C'est courant. Sauf que là, il va particulièrement s'approprier le truc, quoi. Donc c'est tout bénef, ouais. Et puis, en général, le thésard, alors... Quand il a un peu de constance, il finit par avoir sa thèse, mais après, il faut 15 ans pour s'en remettre. Tout ça pour expliquer, alors évidemment, il y a les tyrans domestiques, enfin voilà. Ceux-là, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup plus. Ouais, on les connaît bien. Ils sont plus courants. Mais c'est vrai, tout ça pour expliquer qu'on les retrouve dans tous les pans de la société. Partout, et particulièrement là où ça brille, là où on se montre, et là où il y a du pouvoir, par exemple dans les médias. Par exemple dans les milieux politiques, par exemple dans les hautes instances de l'Église, là où on est brillant, là où il y a du pouvoir, là où il y a du narcissisme à prendre.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du milieu du cinéma. Oui, voilà, merci, le cinéma, ouais. Qui, avec MeToo, notamment, ça part de là. Et alors si on prend l'histoire Godrèche, on se dit, mais finalement, et c'est une question que moi j'ai entendu les gens qui parlaient, qui disaient, mais de toute façon, au final, au début, elle était consentante. Oui, au début, elle était consentante. Ça, c'est pour expliquer comment le public peut accueillir ce genre de révélation. Et ça, je l'ai entendu. Alors oui, au début, elle était consentante. Souvenons-nous qu'elle a 14 ans, et alors même si la loi vient de changer, mais qu'en dessous de 15 ans, le consentement à un acte sexuel n'est pas possible. Donc, à 14 ans, elle a probablement, enfin pas probablement, c'est très certainement subi le love bombing de Benoît Jacot. Je crois que l'affaire n'est pas encore passée en justice, donc on va faire mais c'est pour des précautions. Pour comment le public qui accueille ce genre de révélation peut réagir. Voilà. Alors on va quitter les noms spécifiques de personnalités et pour en garder la forme, parce que si c'est pas ça, si c'est pas là, c'est ailleurs. Il y a des histoires avec des photographes connus, il y a des histoires, il y en a plein. Elle est toute jeune, elle est comédienne. Tout le monde sait que quand on est comédien, travailler, c'est pas évident, même quand on est bon. Elle rencontre un réalisateur connu, qui a déjà du prestige, qui la précipite dans le rôle de muse. Qui va refuser ça ? Enfin, en tout cas, il faut 50 ans de maturité pour voir le piège, et pas y aller. Donc, elle rentre dans le système. Lui est probablement délicieux au début, et puis de plus en plus dans une pratique de la soumettre, de la violenter, de la violer, bref, toute chose très sympathique. Et c'est trop tard, le piège s'est refermé. Et puis, il y a le monde autour qui regarde et qui dit « Ah, Judith Godrèche !» Et puis, alors c'était pas forcément vrai pour elle, mais pour d'autres actrices, vous savez bien, comme moi, j'ai des gens qui travaillent, dans ma famille, des gens qui travaillent dans le cinéma, quand on a un job, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bon, quand on a un job dans le cinéma et qu'il se passe ça, on se tait, parce que si ça se sait, on n'aura plus de boulot. Donc voilà, ça referme le piège. Et puis au bout d'un moment, alors elle est comme toutes les proies, cette jeune femme prise par un grand réalisateur, enfin grand, reconnu en tout cas. Elle s'attend à être de nouveau comblée, de nouveau narcissisée, de nouveau installée dans le rôle de muse. Elle attend ça. On lui a vendu de la verroterie. À 14 ans, on ne fait pas la différence entre un diamant et de la verroterie, pour prendre une métaphore. Donc oui, elle a consenti. Je mets au défi quiconque à cet âge-là de ne pas consentir. Vraiment. Vraiment. Et vous venez de le dire, l'emprise, c'est un piège. Oui. C'est un piège qui se referme. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Absolument, mais vraiment. Et le piège se referme. Voilà. Exactement. Et quand il est refermé, quelquefois on a les moyens d'en ressortir. Quelquefois on est ferré, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous retiennent. Dans le couple, le ferrage qu'on comprend tous, c'est les enfants. On parle de l'emprise avec Anne-Clotilde Ziegler qui vient de publier justement Qu'est-ce que l'emprise aux éditions Solar. On parlait tout à l'heure de ce qui se passait dans le cinéma et de comment nous, grand public, on pourrait accueillir certaines des déclarations qui arrivent parfois 20, 30 ans après, le temps a passé. Mais il faut du temps pour prendre conscience de ce qui s'est passé aussi. Alors, il faut du temps pour prendre conscience de ce qui s'est passé. Il faut du temps pour oser le dénoncer. Il faut du temps pour avoir confiance qu'on sera cru. Dans le cas de notre Judith Godrèche nationale, elle a quand même alerté plusieurs fois et s'est fait rétorquer un parisianisme complaisant qui fait qu'elle n'a pas été entendue. Elle a dénoncé assez vite en fait et elle n'a pas été entendue. Il faut pour que ce type d'emprise, enfin que l'emprise d'une manière générale soit prise en compte, il faut que la proie ait conscience qu'elle parle. Mais si elle parle dans le désert, ça sert à rien. Il faut des oreilles en face. Et c'est là que j'ai l'impression que la société bouge un peu. C'est qu'on commence à avoir des oreilles. On a libéré l'écoute. On a libéré l'écoute, absolument. La preuve, c'est que je suis là. On a libéré les oreilles. Ça commence à être audible comme discours. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour combien de temps, j'en sais rien. Mais c'est une bonne nouvelle qu'on puisse commencer à dire aux proies, je te crois.
Alors Anne-Clotilde, pardon de vous poser la question, mais être amoureux, être sous emprise, c'est un peu la même chose, non ? Rien à voir. Non ? Rien à voir. Quand on est amoureux au début, quand on a les papillons dans le ventre, c'est pas une forme d'emprise ? Non. Non. Quand on est dans cette phase de séduction, elle est où la différence ? Alors, évidemment, quand on tombe amoureux, on est dans la phase de séduction, alors on enjolive un peu le truc, voilà, de part et d'autre, mais on enjolive, on ne ment pas. On ne travestit pas, on enjolive. Je veux dire, si je vais en date, je vais me laver les cheveux et aller me faire coiffer. Mais je ne vais pas mettre une perruque. C'est ça la différence. Hein. Ensuite, être amoureux, c'est se laisser connaître sans filtre, connaître l'autre et s'autoriser l'un l'autre à être exactement qui on est. Lumière et ombre, d'accord ? C'est le contraire de l'emprise. Et c'est pas normalement dans une relation amoureuse. Alors on est d'accord, on vise l'idéal, mais voilà, normalement dans une relation amoureuse, il n'y a pas de relation de pouvoir. Il y a une relation de complicité, on marche ensemble sur la même route, et puis on échange, et puis on a dans l'œil de l'autre une espèce de soutien inconditionnel, même quand tu as pris 10 kilos et tu as une tache sur le nez. Voilà, même quand il y a une ombre qui se présente. Voilà. Dans l'emprise, il y a une relation de pouvoir, il n'y a que une relation de pouvoir, d'instrumentalisation. Et ce que cherche le prédateur, c'est, dans les yeux de l'autre, le reflet de l'image mensongère qu'il envoie. Et un reflet, tant qu'à faire, idéalisant et subjugué. Étymologiquement, mis sous le joug, subjugué. Hein. Le joug, c'est ce qui retient les bœufs dans un attelage à bœufs. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, c'est quasiment diamétralement opposé, mais ça singe l'un et l'autre. Maintenant, évidemment, quand je tombe amoureux, voire quand je suis amoureux sur un long terme, l'autre est toujours dans ma tête. Alors quand c'est très fort, toujours dans ma tête, ça s'appelle la passion. Et de facto, ça détermine une certaine... pas une certaine, ça détermine une espèce d'exclusivité de l'élan. Mais il n'y a pas de mal. C'est pas généré par l'autre volontairement. C'est juste qu'on est amoureux, quoi. Voilà. C'est cool d'être amoureux. J'aime pas en plus qu'on salisse l'amour avec ces trucs-là. Pour les thérapeutes, quels sont les signes de l'emprise chez la proie ? Quand les gens viennent vous voir en consultation, comment vous arrivez à déterminer finalement que la personne a été ou est sous emprise ? Absolument, merci pour cette question, parce qu'il y a le discours qu'elle tient, mais enfin n'importe qui, j'ai reçu des prédateurs cherchant à faire passer leur proie pour un prédateur ou une prédatrice. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas le tableau clinique de l'emprise. Le tableau clinique de l'emprise, c'est une proie monument d'intranquillité, comme dirait Péchoa, assise sur le bord du truc, qui bouge tout le temps, qui est anxieuse, qui surveille tout, qui s'excuse d'exister, qui me raconte des trucs incohérents. Son discours est aussi assuré que sa pensée, fragmenté que sa pensée. Donc, on commence par une histoire de machine à café. On continue par... l'organigramme de la boîte, et puis au milieu de l'organigramme, pouf, j'entends parler de Michel, comme si je savais qui est Michel. Et puis voilà, c'est un bordel noir, son discours. Elle a aussi des grands pans d'amnésie. Elle ne se souvient plus. On l'explique, cette amnésie traumatique ? Oui, c'est une amnésie traumatique. Alors, évidemment, elle est majeure en cas d'abus sexuel ou physique. Voilà. Mais cette amnésie, elle est aussi là, et c'est une amnésie traumatique en effet, au moment des manœuvres de retournement de cerveau, parce que quand on a le cerveau retourné par un individu qui hurle, on est sidéré, ça fige le cortex, ça fige l'hippocampe, ça fige l'encodage de la mémoire. La sidération, c'est le lapin qui est pris dans les phares. Exactement. La sidération, vous pouvez plus bouger. C'est ça. Ça s'arrête. Ça n'a pas de sens. On peut agir dans une situation qui a du sens. Je veux dire, là, je suis en train de parler avec vous, ça a du sens, je peux agir. Si tout d'un coup, il arrive un truc que je ne comprends pas, évidemment que je ne peux pas agir. Alors, vous expliquez très bien que le cerveau disjoncte. Oui, absolument. Alors, j'explique les 3 phases. Donc, d'abord, je me sidère.
Pourquoi t'as pas réagi ? Parce que j'étais sidérée. Voilà, le cortex s'arrête, l'hippocampe, l'encodage de la mémoire s'arrête, ce qui va expliquer les trucs après. Et pendant ce temps-là, mon stress monte en flèche et met ma survie en danger, ma survie physique, notamment à travers l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, ça met en danger le cœur, vous savez, comme dans les séries, comme vite de l'adrénaline, comme dans Urgence et tout ça, voilà, c'est pour soutenir le cœur. Faut vite là, ouais. Voilà. Et le cortisol, qui est l'hormone du stress qui met en danger notre cerveau, nos neurones, ça détruit les neurones à forte dose. Donc le cerveau se dit waouh, il faut arrêter les fusions là d'hormones de stress. Donc il disjoncte quoi ? Il disjoncte la pensée et la mémoire procédurale, ce qui fait que je sais comment boutonner un bouton, et l'émotion. Donc je continue d'agir comme un automate, mais je sens plus rien. Ça, c'est la 3e phase. C'est la phase de dissociation. On l'a tous vécu, cette dissociation. Quand on prend une mauvaise nouvelle sur la cafetière, brutalement, il arrive qu'on se lève machinalement, qu'on aille se faire un café ou machin, et on se souvient même plus de ce qu'on a fait. C'est l'état dissocié. Voilà. Elle peut durer très longtemps dans le cas de désordre grave. Après, la mémoire non encodée tourne dans une espèce d'éternel présent. Donc il y a des parties qui sont totalement non encodées, dont la proie ne se souvient pas, ou ne se souvient pas longtemps. C'est tout le boulot du thérapeute, d'aller doucement mais sûrement rechercher les souvenirs. C'est-à-dire qu'en fait, les souvenirs sont là, mais ils ne sont pas encodés. Ils sont là. Ils peuvent ressurgir à n'importe quel moment. Absolument. Et alors, ce qui ressurgit, c'est des petits bouts incompréhensibles. C'est-à-dire des montées d'angoisse phénoménales sur des éléments a priori pas angoissants. L'odeur du café, un certain bruit, une certaine lumière, une certaine heure dans la journée. Pourquoi tout d'un coup j'ai une bouffée d'angoisse, mais d'angoisse insupportable ? Simplement parce que c'est un élément de la mémoire qui tourne là, qui n'est pas encodé, qui n'est pas rangé. Et vous, comment vous travaillez donc en tant que thérapeute là-dessus ? Comme une archéologue, pour le coup. Alors parce que c'est un poncif, c'est une image éculée, mais c'est quand même bien ça. C'est-à-dire j'ai des tout petits bouts, j'ai des fragments de tesselle. Donc voilà, déjà je dis aux patients... Des fragments de tesselle, des fragments de... Shkoun, la tesselle. Des bouts d'amphore, par exemple, des bouts de tesselle. Oui, d'accord, ouais. J'ai un fragment de truc. Alors, j'ai poussette, je dis à mon patient... Ça, on va le garder de côté, c'est précieux, c'est un fragment de truc. Vous n'êtes pas dingue, vous n'êtes pas complètement nana, c'est un fragment de truc, ça. Comment je le sais ? Est-ce qu'au bout de 34 ans... C'est 34 ans de pratique. Ouais, c'est ça, j'ai eu le tarin, je me dis, ça, je laisse pas passer, ça. Bon. Puis en plus, en général, j'ai le contexte où je me dis, voilà. Parce que les personnes victimes d'abus, ça se sent, ça se voit, En tout cas, moi, je leur nifle, comme tous mes collègues qui ont travaillé depuis un moment, Et puis alors on a un petit bout, un fragment, un autre fragment, un troisième fragment. De temps en temps, on a un rêve. Au moment où on commence à collecter les fragments, c'est comme si on disait à l'inconscient de la personne, tu peux y aller, on est solide, et puis il y a quelqu'un pour aider, tu peux laisser remonter la mémoire. Et il y a des rêves. Et puis de temps en temps, et c'est drôle, j'ai remarqué que c'est grosso modo au bout de 2 ans d'accompagnement, je vois les gens arriver un jour blancs comme un linge, ils s'assoient, ils me disent, Anne, j'ai un truc à vous dire, et en général je me dis, ok. Et j'ai un récit d'abus, d'inceste. Au bout de 2 ans. Ouais, il faut ce temps-là, parce qu'il faut que le reste du psychisme soit sacrément solide pour recevoir le choc. Et puis après... Voilà. Alors attendez, il y a cette idée que certains thérapeutes pourraient... induire des faux souvenirs. Ouais. Alors ça, c'est une idée qui a eu cours quand même. Ouais, c'est les travaux d'Elisabeth Loftus. Alors, moi je suis très emmerdée avec cette histoire parce que c'est vrai qu'on peut induire des faux souvenirs. Par exemple, aujourd'hui, quand un enfant vient rapporter un abus, notamment sexuel, quand il vient déposer auprès de la police, on l'enregistre et on ne lui demande plus de redéposer. Parce que sinon, au fur et à mesure des dépositions, il y a des détails qui se rajoutent et qui ne sont pas réels. Or, pour le cerveau, le récit ou le réel, ça fait le même effet. Bon, je parle souvent de mon père, qui a des souvenirs précis avec des images du chien Pipo. Le chien Pipo est mort 2 ans avant sa naissance. Mais ses parents en parlaient tellement
qu'il a des souvenirs du chien Pipo. Bon. Donc tout l'art du thérapeute, et là c'est vraiment... Surtout en cas de stress post-traumatique. Tu m'étonnes. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas d'induire un stress post-traumatique qui n'existe pas. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Tout l'art du thérapeute, c'est de dire un truc comme, et d'avoir une attitude qui ressemble à... Ça pourrait être une trace d'abus. Je veux pas induire de faux souvenirs chez vous, mais s'il y a des trucs qui remontent, ramenez-les. Et donc, ça demande une extrême prudence. Parce que sinon, en effet, on va générer un faux souvenir. Alors, déjà, c'est embêtant. Puis, ça peut faire du mal dans la famille. Quand c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Mais en plus, si je génère un faux souvenir, je vais générer le trauma qui va avec. Et ça, c'est très dommageable. On peut se sortir de l'emprise seul ? Bah oui, on peut se sortir de l'emprise seul comme un grand. Oui. La psy n'est pas la panacée. D'abord, il y a des documents, j'en écris. Il y a des vidéos, nous en faisons une. Il y a aujourd'hui des tas d'outils qui permettent de comprendre ce qui se passe. On a parfois des copains formidables qui savent exactement écouter comme il faut. Donc oui, on peut tout à fait se sortir de l'emprise seul. Hein. C'est pas voilà. Et puis de temps en temps, on a besoin d'un coup de main. Mais c'est les copains alors qui vous disent ouais, mais pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu le quittes pas, pourquoi oui, cela m'énerve. C'est quoi la bonne distance du copain finalement quand une personne est sous emprise et que le copain l'a remarqué, deviné ouais. C'est de l'écoute, de l'empathie et des commentaires non verbaux très légers, pas plus que ça. Et alors il t'a sauter contre le lit alors que tu voulais pas. C'est tout. Et la suite est dans votre livre. Alors, vous dites que vous avez fait cours, mais non, mais c'est dense, en tout cas. Vous avez fait cours et danse. Oui. Anne-Clotilde Ziegler, psychothérapeute. Qu'est-ce que l'emprise, violence psychologique, physique et sexuelle dans la famille, le couple et au travail ? On a commencé à l'évoquer. Comprendre les mécanismes sans prémunir et s'en sortir, puisqu'effectivement, vous donnez vos solutions, même s'il n'y a pas de solution toute faite pour s'en sortir. Non, c'est juste... non, il n'y a pas de solution toute faite. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir et je ne veux pas non plus dire s'en sortir, c'est simple. Donc voilà, c'est le but. Bon, c'est dans votre livre chez Solar. Vous réécouterez le podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. C'est un plaisir, Anne-Clotilde. Vous avez encore des choses à dire finalement. Bah oui, c'est ça. Vous m'avez pas encore tout dit. Bah, j'ai peur que non. Non, vous reviendrez quand vous voulez. Et passez plaisir. une très belle journée santé sur Beurre FM.